Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur quelques best-sellers marquants du New York Times. Oui, bonjour. Pas juste une liste, hein. L'idée, c'est vraiment d'aller voir ce qu'il y a dedans. Exactement. On va essayer d'extraire les idées fortes, les angles un peu fascinants de ces livres. Hmm. Alors, au menu aujourd'hui, on a des thèmes assez variés. Le trauma et son impact physique, les coulisses de la politique américaine récente. Hmm. La jeunesse actuelle face aux écrans aussi, je crois. Oui, tout à fait. Et puis une histoire de survie assez incroyable. Et enfin, le pouvoir du langage dans les groupes. Vaste programme. Carrément. Ok. Alors, décortiquons ça. On commence avec The Body Keeps the Score de Bessel van der Kolk. Ah oui, un livre fondamental sur le trauma. C'est ça. L'idée clé, si j'ai bien compris, c'est que le traumatisme, il s'inscrit vraiment dans le corps, dans le système nerveux. C'est pas juste dans la tête, quoi. Exactement. C'est ça qui est fort. Van der Kolk, après des décennies de recherche, il montre que le corps garde la marque de l'épreuve. Et du coup, pour guérir, il met en avant l'importance de reconnecter le corps et l'esprit. Il parle de thérapie spécifique. Oui, le MDR, la pleine conscience, le yoga, des approches qui prennent en compte cette dimension corporelle. C'est basé sur ses recherches, mais aussi beaucoup de témoignages, non? Tout à fait. Et c'est ce mélange entre la rigueur scientifique et les récits personnels qui est assez saisissant. Ça va vraiment au-delà de la psychoclassique. Ok. On change complètement de registre maintenant avec Original Sin de Jake Tapper et Alex Thompson. Ah oui, là on est dans la politique américaine récente. Voilà. Le livre est présenté comme une enquête assez explosive sur ce que les auteurs affirment être une dissimulation. Une dissimulation des inquiétudes concernant l'âge et la santé de Joe Biden, c'est ça, avant l'élection de 2024. C'est exactement ce que le livre rapporte, oui. Il s'appuierait sur des centaines d'entretiens pour décrire des dynamiques internes, une communication publique qui aurait masqué ces problèmes. Mhm. C'est là que ça devient, enfin, selon le livre, ça soulève des questions sur la transparence au sommet du pouvoir, quoi. Alors, juste pour être clair, on rapporte ici ce que Tapper et Thompson écrivent dans leurs livres. Oui, bien sûr. Ils décrivent des manœuvres internes, des conséquences présumées comme le retrait de Biden, l'échec de Harris, et ils posent, selon eux, la question de la responsabilité. C'est ça. On présente leurs conclusions, leur enquête, sans prendre parti, évidemment. Voilà, c'est important de le préciser. Passons maintenant à The Anxious Generation de Jonathan Haidt, un autre sujet brûlant. Oui, la santé mentale des jeunes. Haidt pose un diagnostic assez alarmant. Il parle d'une véritable crise de santé mentale chez les jeunes, surtout ceux nés après 1995. Et il fait un lien direct avec quoi? Principalement avec l'omniprésence des smartphones et ce qu'il appelle l'enfance basée sur le téléphone. Ça, et aussi une diminution de l'autonomie, du jeu libre, une sorte de surprotection parentale. D'accord. Trop d'écran, pas assez d'indépendance. En gros. C'est un peu ça l'idée. Il pense que ça nourrit l'anxiété, la dépression, la privation sociale. Et il propose des réformes assez radicales. Comme? Retarder l'accès aux smartphones, pas avant le lycée par exemple, des écoles sans téléphone, encourager plus de jeux non supervisés. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'appuie sur pas mal de données pour lier technologie et santé mentale. Oui, c'est très documenté. Et au-delà du constat, ça interroge vraiment notre modèle d'enfance actuel face à la technologie omniprésente. Ça fait réfléchir. Tout à fait. Allez, on voyage dans le temps avec The Wager de David Gran. Une histoire vraie, cette fois. Ah, Gran, l'auteur de Killers of the Flower Moon. Toujours passionnant. Oui. Là, c'est l'histoire d'un naufrage incroyable, le HMS Wager, en 1740, près de la Patagonie. C'est une lutte pour la survie, bien sûr, Hmm. mais pas seulement, j'imagine. Avec Grande, il y a souvent plusieurs couches. Exactement. C'est aussi une histoire sur l'effondrement de l'ordre social, l'endurance humaine poussée à ses limites, et puis des accusations de mutinerie entre survivants. Ah oui. Et le plus fou, c'est quand les différents groupes de rescapés rentrent en Angleterre séparément et s'affrontent devant une cour martiale, chacun avec sa version de la vérité. Et tout ça basé sur des sources d'époque, des journaux de bord. Oui, c'est ça qui est fort. Ça montre comment la vérité peut devenir complètement subjective dans des conditions pareilles. C'est une exploration des limites de l'autorité, de la nature même du récit historique en fait. Comment une histoire peut être racontée de façon radicalement opposée. Passionnant. Et on termine avec un livre sur le langage, Cultish, d'Amanda Montel. Cultiche. Ça fait penser aux sectes, non? Oui, mais pas que. C'est ça qui est intéressant. Montel analyse comment certains groupes, ça va des sectes, oui, mais aussi aux marques de fitness, aux startups, aux communautés en ligne, utilisent un langage spécifique pour créer une forte cohésion. Ah d'accord. Le langage comme outil pour créer de l'appartenance.
C'est exactement ça. Le jargon interne, les slogans, les acronymes, tout ce qui crée une sorte de bulle, un sentiment d'initié. Et ce qui est fascinant, d'après ce que tu dis, c'est que ce n'est pas réservé aux groupes louches, quoi. Non, pas du tout. Elle montre que ces mécanismes linguistiques sont en fait très courants, utilisés un peu partout pour souder des groupes, consciemment ou non. C'est intéressant. Ça rejoint un peu ce qu'on disait sur The Anxious Generation, le rôle du langage dans la formation des identités de groupe, y compris en ligne. Oui, il y a un écho, c'est vrai. Alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce qui relie ces livres au fond? Mais même s'ils sont très différents, il y a souvent cette idée d'aller voir derrière les apparences, non? C'est vrai. Que ce soit les traces cachées du trauma dans le corps, Ou les jeux de pouvoir en coulisses de la politique, l'impact moins visible de la technologie sur les jeunes, la vérité complexe derrière un récit de survie. ou même le pouvoir invisible des mots qu'on utilise tous les jours. Hmm. Et peut-être que leur succès montre aussi qu'il y a une sorte de besoin collectif de comprendre ces dynamiques cachées. C'est une bonne question, ça. Un besoin de décrypter ce qui façonne nos vies personnelles, sociales, politiques. Oui, comme si comprendre ces mécanismes devenait un peu essentiel pour naviguer dans le monde actuel. C'est une invitation à rester curieux, en tout cas. Tout à fait. Rester curieux des histoires qu'on nous raconte et de ce qu'elles révèlent vraiment.